l'ATHS, c'est un congrès formidable, vous le savez. Ceux qui viennent régulièrement le savent et c'est pour ça qu'ils reviennent. Et ceux qui sont là pour la première fois, ben, vous le découvrez, donc je vous explique. Donc les sessions en plénière le matin, c'est souvent des sessions, voilà, c'est des plats principaux, c'est des sessions de niveau international, c'est souvent anglais, espagnol, un peu de français. Et c'est l'occasion d'accéder en direct à des chercheurs imminents. Les ateliers, c'est un peu les tapas. Les ateliers, c'est l'après-midi, il y a un peu de tout, il y a beaucoup de diversité. Vous verrez, il y a plein de salles et vous allez pouvoir choisir ou faire, comme avec les tapas, vous avez un mélange de plusieurs choses. Et puis, il y a aussi les symposiums de l'industrie et qui sont également excellents. Hein, on a tendance à dire « Ah, c'est un truc de l'industrie, c'est une couillonnade ». Ou est-ce qu'on ne va pas nous donner... non, il n'y a rien, on ne nous donne pas des petits gâteaux et des trucs. Non, ATHS, c'est un esprit, et donc, même les symposiums de l'industrie sont intéressants. Et sans plus attendre, donc, première diapo. D'accord, ok. Donc, Fadi Merouet, donc, une première... Donc, je vous présente Fadi Merouet qui complétera, mais qui est addictologue en maison d'arrêt et qui a une grande expérience avec d'autres de ces enjeux, mais qui là va nous donner une vue plus globale sur les données actuelles par rapport aux opioïdes et à la prise en charge dans le contexte français, avec une perspective aussi un peu européenne pour se regarder par rapport aux autres. Fadi. Merci beaucoup Marc. Merci au laboratoire. Laboratoire Indivior d'avoir permis ce symposium et être auprès de Marc et de Maurice, ça me fait toujours plaisir. Donc il faut être humble, on ne pourra pas faire l'état des lieux de la prise en charge en France. Par contre, on fera un petit point sur les points les plus importants pour pouvoir ensuite ouvrir une discussion sur ce sujet. Donc, lien d'intérêt, toujours. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'environ 50% des personnes dépendantes aux opioïdes en Europe reçoivent un traitement par agoniste opioïde, qui fait très peu, quand même, qu'un sur deux, une personne sur deux a un traitement, avec quand même des estimations nationales qui vont varier entre 10% plus bas et 80% dans les meilleurs pays. Ça, ce sont les sources IMCDA que je vous montrerai tout à l'heure. Et on sait aussi que le traitement agoniste aujourd'hui représente le principal approche du traitement de la dépendance aux opioïdes en Europe, avec un large éventail, bien sûr, d'options thérapeutiques disponibles. Et ça a déjà fait ses preuves, puisque c'est une réponse clé pour réduire le nombre de décès liés aux opioïdes, cher à Jean-Pierre Delouette, qui nous montre à chaque fois l'introduction de ces traitements et la baisse drastique du nombre d'overdoses en France, quand même. On sait que le niveau de consommation d'opioïdes à haut risque a baissé et surtout le nombre d'infections VIH parmi les personnes usagers de drogues injectables et notamment aussi le VHC. Par contre, ce qui aujourd'hui fait peur ou commence à faire peur, c'est quand même la consommation d'opioïdes synthétiques qui demeure une source d'inquiétude majeure et qui progresse dans les pays européens. Donc jusqu'à maintenant, c'était les États-Unis. La France est peut-être ou pas épargnée, mais en Europe, ça commence maintenant à arriver. Et surtout l'usage non médical des médicaments opioïdes qui constitue aujourd'hui un problème de santé publique important. Donc on reviendra dessus. Alors juste pour montrer les consommations d'opioïdes à haut risque en Europe, on voit ici sur 1000 personnes les pays en Europe, les consommations. On voit que la France est quand même au milieu, n'est pas parmi les pires ni parmi les moins bien, mais on a quand même encore des personnes qui rentrent en consommation d'opioïdes à haut risque en France. Si on regarde un petit peu les efforts, donc le traitement agoniste opioïde a rentré en France, on a commencé très tard par rapport au pays, on le voit très bien. En prison, pour une fois, on a fait mieux parce qu'on a commencé très vite en prison par rapport aux pays européens. Par contre, sur l'introduction des traitements opioïdes, on a commencé qu'à 1995 en France. Et là, vous avez le nombre de personnes. On voit bien une progression entre 2007 et 2017, le nombre de personnes sous traitement opioïde, donc c'est pas mal. Mais depuis 2007, depuis 2017 et 2021, une stagnation du nombre de personnes qui ont un traitement agoniste aux opioïdes en France. Et quand on regarde un petit peu par rapport aux autres pays européens, en France, on est encore à 60% BHD et 40% méthadone. Ça varie d'un pays à l'autre.
Là aussi, si je peux vous montrer que la France fait partie, on peut dire cocorico si on veut, mais fait partie des 9 pays européens où on est au-dessus de 50% de personnes sous traitement. Donc en France, on est à 80%. Peut-être aussi le pays où on donne le plus de traitement aux personnes dépendantes aux opiacés par rapport à des pays qui ont encore à 10%, voire 20% de personnes. Et quand on regarde qui bénéficie de ces traitements, donc on voit entre hommes et femmes, donc ça commence à augmenter. On n'arrive pas à une parité, mais pas loin. Par contre, sur l'âge, on voit bien qu'entre 2011 et 2021, il y a un déplacement de l'âge. Donc c'est normal parce qu'il y a les personnes qui étaient traitées en 2011 sont encore sous traitement aujourd'hui. Donc la barrière, on avait un maximum entre 20 et 35 ans. Maintenant, c'est surtout entre 30 et 45 ans où on a le plus grand nombre de personnes traitées. Moins de personnes qui rentrent en traitement. Par contre, nos anciennes personnes traitées sont toujours sous traitement aujourd'hui. Alors on peut dire que la France est bien, parce que 80% des personnes de traitement, on a tout ce qu'il faut, mais il y a des écueils. Je veux dire, tout n'est pas si bon que ça. Et on a, je pense, plusieurs défis à relever. À commencer, on voit qu'il y a une activité régulière de médecine générale qui baisse. Le nombre de médecins baisse. On le voit sur 10 ans, et la projection jusqu'à 2025 nous montre qu'il y aura encore moins de médecins généralistes en libéral. Et suivant les régions, donc ça sera évidemment, c'est très hétérogène suivant les pays, suivant la région, on voit bien qu'en rouge clair, rouge foncé, c'est là où il y a le moins de médecins remplacés, et en bleu clair, il y en a un peu plus maintenant. Mais on voit que majoritairement, la France est rouge parce qu'il y a moins de médecins qui vont arriver sur le marché, si on peut dire. Et sur le plan addicto, malheureusement, il n'y a que 5% des médecins généralistes qui prescrivent 80% des TAO en France. Et si on continue sur la baisse, on voit bien que ça va être très vite un problème. Deuxième problème, en dehors du nombre de médecins généralistes, c'est les dosages. En France, on donne très peu de bons dosages. On est à 8 mg sur la BHD, autour de 50 mg de méthadone. Et on voit que, en fait, sur le craving, on parlait du craving, donc je pense que le sous-dosage peut être responsable du craving. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et surtout, si on regarde sur la retention, sur la première année, il y a une baisse de 40% des personnes, que ce soit sous méthadone ou BHD, qui ne prennent plus le traitement. Donc, est-ce que c'est parce qu'ils sont moins dosés? Est-ce qu'ils sont parce que moins suivis? C'est un problème qu'il faudra peut-être revoir et en discuter. L'autre problème aussi, c'est l'usage aussi des analgésiques opioïdes et psychotropes chez les patients sous traitement. Donc, on voit aussi que les chiffres augmentent, que ce soit sous tramadol et autres. Et à côté de ça aussi, les consommations de tabac continuent à augmenter chez ces personnes-là, la cocaïne, l'héroïne, le cannabis. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on traite? Est-ce qu'on traite une pathologie? Enfin, est-ce qu'on traite un produit ou est-ce qu'on traite une personne? Donc, il y a aussi la question de l'addiction. Et aussi peut-être parce qu'on revient au sous-dosage. Le sous-dosage peut aussi induire ces consommations. L'autre problème aussi, c'est le mésusage. On le voit très bien, que ce soit en CARUD ou les études qui ont été faites dans l'EXAPA ou les CARUD nous montrent bien en fonction. Donc, XAPA, c'est normal que ce soit plus de SNIF qu'on va retrouver, et dans les CARUD, plus d'injections, puisque c'est là qu'on vient chercher le matériel. Donc, on voit que le mésusage des MSO en France continue. Et surtout, si on regarde là, même s'il y a une petite baisse de la mésusage de la BHD, il y a une augmentation du mésusage de la méthadone, je pense, depuis qu'on est passé sous gélule, donc un peu plus facile à mésuser et à trafiquer peut-être. Dernier point, évidemment, qu'on voulait faire, c'était sur le drame, fait par les études drame, qui nous montre bien qu'aujourd'hui, on meurt beaucoup plus avec les médicaments qu'avec l'héroïne. Donc là aussi, il faudra tirer la sonnette d'alarme. On le voit très bien sur ce stratigraphe. On voit que les médicaments, les 3 médicaments par rapport à l'héroïne, c'est à peu près 2 tiers à 1 tiers de décès en France. Donc, sans tirer peut-être la sonnette d'alarme, mais peut-être qu'il est temps de se pencher sur ce problème. Alors, pour conclure simplement, je pense qu'il faut préserver, il faut protéger, améliorer l'accès au traitement agoniste aux opioïdes. Il faudrait sensibiliser et lutter contre la stigmatisation. C'est ce qui fait que des personnes ne restent peut-être pas trop longtemps en soins. La formation des professionnels de santé reste une problématique, un problème important à résoudre, on va dire. Travailler sur la réduction des mésusages et surtout un meilleur accès aux outils RDRD si on veut améliorer la prise en charge de ces personnes, y compris la naloxone. On est encore un petit peu en retard en France. Améliorer l'accessibilité aux soins primaires, parce qu'il ne s'agit pas simplement de traiter l'addiction ou
ou les conséquences de l'addiction, mais bien aussi le VIH, les problèmes cardiovasculaires, ne pas oublier ces soins primaires chez ces personnes-là et lutter contre la prescription excessive d'opioïdes. Et je vous remercie. Merci Fadi. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'on fait les 2 présentations et après on discutera ensemble l'ensemble des présentations, puisque donc, je passe la parole maintenant à Maurice de Mattéis, donc, qui est professeur d'addictologie à Grenoble et qui va, sur ces enjeux complexes dont on a parlé tout ce matin, c'est partir d'un cas clinique, justement, pour montrer une stratégie pour clarifier quand c'est complexe. Donc Maurice, merci. Du coup, comme c'est complexe et que tu veux simplifier, il faut faire attention de ne pas parler trop vite pour qu'on puisse tous bien suivre, et après, mais néanmoins rester dans les temps, pour qu'après, on ait le temps justement de discuter à la fois du cas clinique et aussi de l'interprétation des données épidémiologiques qu'on a sur l'utilisation de ces traitements. Maurice. Merci Marc, merci donc pour cette invitation, participer à présenter ce sujet qui est un élément extrêmement important. J'ai changé d'affichage, très bien, parfait. Donc vous voyez, une approche dimensionnelle, donc vous a montré l'épidémiologie, et l'approche dimensionnelle dans la prise en charge de troubles de l'usage sur des situations complexes qui mettent effectivement régulièrement en difficulté les professionnels. Et l'objectif, c'est de montrer que finalement, une situation qui peut paraître de premier abord complexe peut être simplifiée par une évaluation clinique, une approche dimensionnelle justement de cette évaluation clinique et de sa prise en charge. On va voir comment. Alors, voilà le lien d'intérêt de Marc Royacombe, et voici les miens, et on passe directement au vif du sujet. Alors, c'est l'histoire d'une patiente de 32 ans, vous voyez, donc, qui nous avait été adressée en 2017, et c'est une patiente qui consommait des benzodiazépines, de la codéine, et elle consommait tout ça massivement, par boîte entière. Elle faisait d'ailleurs des fausses ordonnances, elle volait, et elle faisait du nomadisme médical officinal. Plus rarement, il pouvait y avoir la cocaïne. Il y avait de l'alcool qui pouvait être associé aux prises médicamenteuses. Elle fumait. Et elle avait aussi, vous voyez, donc d'autres comportements problématiques, notamment donc des troubles du comportement alimentaire sous forme de boulimie, mais aussi des automutilations et encore d'autres comportements compulsifs. Et vous voyez que finalement, cette patiente qui combinait donc toutes ces consommations et usages avait un très fort craving, ça a été évoqué dans la présentation précédente, craving pour les médicaments, une très forte anxiété, la peur de sortir, elle faisait des attaques de panique, elle passait beaucoup de temps finalement donc dans son lit, elle ne sortait plus de chez elle. Et lorsqu'on regarde en termes de dimension, il y avait effectivement une instabilité émotionnelle importante, de l'impulsivité, des prises de risques, un état dépressif avec une abolie et une désidiation suicidaire. Donc voilà le tableau un peu chaotique au démarrage lorsqu'on nous l'a adressé. Et puis, lorsqu'on regarde, effectivement, vous voyez, c'est une patiente finalement qui vivait toute seule, avait peu d'engagement dans les différents domaines de la vie et peu, effectivement, donc d'accompagnement. Quand on regarde son histoire, finalement, c'est une histoire qui commence il y a très longtemps et ça va apporter des éléments de réponse aux questions qui ont été posées il y a quelques minutes. Vous voyez que c'est une patiente, finalement, donc dès l'âge de 5 ans, ça a démarré, donc à l'occasion de parents qui ont divorcé, il y a eu effectivement donc des abus sexuels, notamment, qui ont largement contribué ensuite aux éléments comportementaux sur le plan sexuel de la patiente. Il y a eu effectivement les troubles du comportement alimentaire et puis tout au long de son parcours, on verra donc différentes combinaisons de consommation, cocaïne, alcool, sexe notamment, mais aussi, vous voyez, donc les troubles du comportement alimentaire et les automutilations. Il y a une époque où elle a fait beaucoup de sport, à très haut niveau d'ailleurs, elle est extrêmement performante, comme elle a pu être aussi extrêmement performante dans ses études, et vous voyez avec effectivement donc le besoin d'accompagner effectivement ces difficultés par des consommations diverses et variées, jusqu'au moment où on la voit. Elle a eu déjà des conséquences, vous voyez, donc notamment hépatite médicamenteuse liée à ces consommations de codéiné associées au paracétamol, et puis bien entendu, de très nombreuses hospitalisations en psychiatrie, pour les différents troubles, puisque les psychiatres se sont essentiellement donc ciblés sur une analyse catégorielle des troubles comportementaux qui ont valu effectivement un diagnostic de troubles bipolaires avec différentes prescriptions de lithium et autres thymorégulateurs, avec des conséquences, notamment en termes d'effets indésirables thyroïdiens, œdème, etc. Et puis, enfin, un diagnostic de troubles de la personnalité borderline.
fois qu'on a dit ça, on a tout dit et rien dit. Vous voyez, c'est quand même des années et des années, effectivement, donc de prise en charge pour lequel, finalement, la patiente était dans une sorte d'impasse. Alors, vous allez voir que, finalement, sur ce type de situation qui peut paraître relativement chaotique et complexe, eh bien, on peut analyser les choses de manière extrêmement simple. Et ce n'est pas un psychiatre qui vous le dit, mais un simple neurologue, pharmacologue. Effectivement, si on regarde maintenant donc l'usage, le trouble de l'usage, il faut comprendre pourquoi, finalement, la patiente consomme et il suffit de demander à la patiente pourquoi. Et vous voyez, il y a non seulement donc les motifs de consommation, il existe différents moyens justement pour interviewer le patient, rechercher les motivations de consommation, quel est le rôle du produit dans le fonctionnement de l'individu. Alors, parfois, effectivement, les patients ont du mal à l'exprimer parce qu'ils sont très souvent à l'excès thymique et nous verrons que cette patiente l'était. Le craving. Le craving est un élément important. Bien entendu, on ne consomme jamais par hasard. C'est évident qu'il y a des éléments sous-jacents qui vont, on va le voir dans la description de la patiente, expliquer les motivations de consommation sous-jacentes. Et ce craving, il n'est pas constant. Il est évident qu'il peut fluctuer tout au long de la journée. On peut l'évaluer de manière dynamique, semi-quantitative, aux différents moments de la journée, aux différentes situations qui le provoquent. Et effectivement, on peut, vous voyez, en utilisant l'ETIAM, qui est une évaluation semi-quantitative, nul, léger, modéré, insistant, obsédant, incontrôlable. Et effectivement, à un moment donné, le patient donc, peut ne pas contrôler sa consommation parce que ça va aller au-delà de ses capacités de contrôle. Et très souvent, on va retrouver des éléments donc, de stratégie d'évitement, finalement. Donc, le produit est un moyen de gérer ce que le patient n'est plus capable de gérer par ses propres moyens. C'est une conduite dopante. Et au-delà du produit d'intérêt, du produit de choix pour lequel le patient vient, il y a les autres consommations ou les autres usages qui peuvent être associés. De la même façon qu'on peut évaluer, vous voyez, donc la première consommation, on peut utiliser, vous voyez, un autre questionnaire qui est la MICA, qui est le questionnaire de mesure de l'intensité des conduites addictives et qui va voir justement dans quelle mesure la patiente, faute de présence du produit de choix, va basculer sur d'autres stratégies. Et elle, notamment, c'était les troubles du comportement alimentaire, le tabac, Internet. Et on peut le quantifier. Et ce qui est très intéressant, vous voyez que uniquement sur une analyse fonctionnelle de la consommation, dis-moi ce que tu consommes et comment tu le consommes, je te dirai comment tu fonctionnes. Ce qui est très intéressant dans les modalités de fonctionnement de cette patiente, plusieurs de ses consommations, étaient sur un mode binge. Le binge, qui soit drinking, eating, watching, drugging, sexing, est sous-tendu systématiquement par des éléments d'impulsivité et de l'habilité émotionnelle. Vous avez deux autres dimensions. Et vous voyez, finalement, donc, le patient, c'est quelqu'un de pragmatique qui va essayer de gérer ses difficultés en fonction de ce qui est disponible. Finalement, c'est bien l'individu au centre, dans un environnement, et vous voyez, donc plein de stratégies différentes, finalement, pour gérer. On va écouter justement cette patiente, qu'est-ce qui sous-tendait le besoin de consommer. Alors, j'ai mis en anglais, et vous l'avez aussi en français. Ces angoisses revenaient systématiquement. Vous les gériez comment? Je prenais des produits. Lesquels, par exemple? Tramadol, Lamaline ou Seresta. Comment se faisait le choix entre ces différents produits? Ça dépendait de l'intensité de l'angoisse. Quand ça commençait à être trop envahissant, j'avais besoin vraiment de m'anesthésier complètement. Donc je prenais du Tramadol, Lamaline pour vraiment être dans un état second et que l'angoisse s'éloigne de plus en plus, quoi. Et l'alcool dans tout ça? Et en fait, quand c'était des angoisses du soir, je mélangeais l'alcool avec les médicaments. En fait, quand j'avais des angoisses le soir, j'essayais de me mettre vraiment dans un état complètement second et de chasser l'angoisse par les produits mélangés à tout ce que je pouvais, en fait. Donc derrière le besoin de consommer, il y avait toujours une émotion de type angoisse? Oui, toujours. Oui. Toujours. C'est-à-dire, quelle que soit la situation, toutes vos consommations étaient finalement motivées par des éléments d'angoisse. Soit l'angoisse, soit vraiment le mal-être profond. Quand je me sentais vraiment très mal et que je débordais j'arrivais même plus à pleurer parce que je débordais trop de souffrance, quoi. J'essayais de couper ça en prenant des cachets, quoi. Et la nourriture dans tout ça? La nourriture, c'est quand j'ai des angoisses toute la journée et je comble avec la nourriture. Dès que j'ai une petite angoisse et dès qu'il y a un petit stress, j'avale, je me goinfre, quoi. Donc du coup, vous choisissez le produit en fonction du niveau d'angoisse? En fonction de l'intensité, oui. Alors ça vous montre que les patients, eh bien finalement, vous voyez qu'ils ont leur propre palette, ils ont développé leur propre palette comportementale d'utilisation des différentes consommations qui vont combiner en fonction effectivement donc du besoin de gestion. Finalement, c'est bien un jeu d'équilibriste. C'est à nous effectivement de le comprendre pour pouvoir ensuite aider les patients.
Alors, évidemment, tout ça a des conséquences sur le plan psychique, et on verra somatique, avec, vous voyez, des déstructurations des rythmes de vie. Elle passait son temps au lit, elle faisait plus rien du tout. Et évidemment, quand on regarde les niveaux d'anxiété, de dépression, des niveaux extrêmement élevés en termes de symptômes anxieux et dépressifs, avec une altération de qualité de vie majeure. Le sommeil, oui, vous voyez que c'est aujourd'hui un élément extrêmement important. C'est une dimension essentielle à toujours considéré chez nos patients, parce que vous voyez qu'aujourd'hui, dans le trouble de l'usage opiacé, plus de 75% des patients ont du trouble du sommeil de différentes natures. Et donc là aussi, on le sait, pouvoir gérer le trouble du sommeil est une façon, là aussi, rentrer dans la prise en charge de manière effective chez nos patients. Les complications somatiques, vous avez vu notamment qu'elle a fait une hépatite médicamenteuse et plein d'autres choses. Donc on va passer maintenant à la problématique psychiatrique. Et effectivement, la comorbidité, on parle, vous voyez, donc de plus en plus de la pathologie duel. Il va y avoir plusieurs sessions dédiées, et pour force, puisque aujourd'hui, c'est la norme. Sauf qu'il ne faut pas faire de premier diagnostic d'emblée, parce que ça peut être trompeur, d'autant plus qu'entre la problématique sous-jacente et les consommations de produits, les deux vont mutuellement s'aggraver, jusqu'à donner effectivement un tableau clinique extrêmement compliqué à catégoriser. Finalement, encore une fois, l'approche dimensionnelle est essentielle. Vous avez ici l'impulsivité, par exemple, encore une autre dimension, vous voyez, qui est transdiagnostique. Alors là, le TDAH, finalement, va bien dans le trouble neurodéveloppemental, auquel il faut associer, dans cette image, ils ont complètement oublié, et on en parlera demain, le trouble du spectre autistique, qui, vous allez voir, est un élément majeur aussi dans les troubles neurodéveloppementaux. Et au-delà de l'impulsivité, la dysrégulation émotionnelle, là où vous le verrez aussi, donc qui est très souvent fréquent, effectivement, dans les différentes problématiques, y compris dans les problématiques addictives, associées aussi au syndrome de stress post-traumatique. Et finalement, au-delà donc d'une diagnostic catégoriel, uniquement par une approche dimensionnelle, on voit bien que c'est une patiente finalement. Alors ça, ce sont des échelles qu'on passe très facilement en consultation. La plupart, c'est moi qui les passe au cours de la consultation. Vous voyez un niveau élevé d'anxiété de dépression avec une alexithymie, une impulsivité et une dysrégulation émotionnelle qui était majeure. Tout ça pouvant se raccrocher à quoi? Eh bien, quand on fait passer, vous voyez, un questionnaire donc, de personnalité, finalement, c'était une vraie chimère, c'était un mélange de plein de choses. Finalement, il y avait des éléments neurodéveloppementaux, non pas à l'âge adulte, mais dans l'enfance, avec la VURS25 pour le TDAH, quelques, on va dire, éléments du spectre autistique, mais il n'y avait que 3 domaines qui apparaissaient dans le questionnaire, et bien entendu des éléments de traumatisme. On a vu effectivement tous les abus dont elle a souffert effectivement quand elle était enfant et qui ont duré pendant des années et des années. In fine, vous voyez finalement, même si vous n'êtes pas psychiatre, mais que vous avez un trouble de l'usage d'opiacés, eh bien vous avez des médicaments extrêmement efficaces, les agonistes opioïdergiques, que ce soit la buprenorphine ou la méthadone, c'est la même histoire. Vous voyez, on peut reprendre le patient, décomposer sous forme donc de dimensions. Eh bien, vous avez vu l'importance d'adapter de manière individuelle la titration, puisque l'anxiété, et elle l'a bien dit la patiente, ça sous-tendait de manière majeure le craving vis-à-vis des différentes consommations. Eh bien, vous voyez, donc le fait d'augmenter le traitement va progressivement diminuer, en réévaluant, vous voyez, systématiquement en consultation ces dimensions, diminuer l'intensité de ces différentes dimensions. Vous comprenez pourquoi il est important, vous voyez, quand on évalue finalement donc le patient, de pouvoir donc systématiquement rechercher non seulement la consommation pour laquelle elle est venue, mais aussi les autres consommations, vous voyez, qui appartiennent à un jeu d'équilibriste du patient qui va effectivement être utilisé en fonction donc, de ses besoins de gestion, notamment émotionnels. On peut y rajouter d'autres médicaments parce que finalement, à un moment donné, même quand on a une titration idéale, ça ne suffit pas. Et ceci peut être proposé d'emblée lorsqu'on a des éléments qui le permettent en termes de diagnostic. Et effectivement, lorsqu'on considère les autres médicaments que l'on peut associer, on verra celui qui a été proposé à la patiente, vous voyez qu'on peut à nouveau décomposer tout l'individu selon des dimensions et on voit bien les différentes implications des différents neurotransmetteurs en fonction de ces dimensions. Regardez, le système opioïdergique lui-même est impliqué aussi bien, vous voyez, le craving de manière générale, mais les éléments d'anxiété, de dépression, compulsion, impulsivité. D'où l'importance d'adapter de manière personnalisée le traitement par agoniste opioïdergique. Et si ça ne suffit pas, eh bien on va rajouter effectivement d'autres médicaments. Chez elle, on avait utilisé l'aripiprazole qui a été extrêmement efficace, d'ailleurs jusqu'à 30 mg par jour. Vous voyez qu'on n'hésite pas à pousser. Elle n'était ni trop bipolaire, ni psychotique, juste une dysrégulation émotionnelle majeure avec des éléments d'impulsivité qui ont parfaitement répondu, vous voyez, à la double association, c'est-à-dire le traitement par agoniste opioïdergique et l'aripiprazole.
Donc, agissent sur l'impulsivité et la dysrégulation émotionnelle. Et là aussi, on peut proposer en fonction des troubles qui ont été identifiés. Mais ça ne suffit pas, vous l'avez compris, et ça a bien été dit, au-delà, bien entendu, des médicaments, il y a un énorme travail de déconditionnement. Ça a été dit, effectivement, vous voyez que dans toutes les problématiques aujourd'hui addictives et comportementales, il y a très souvent effectivement une anxiété anticipatoire, des conditionnements comportementaux majeurs, et il est important effectivement d'aider le patient, vous voyez, donc à travailler tout ça, et c'est d'autant plus vrai qu'il y a des comorbidités. On a bien les éléments d'émotion, eux-mêmes favorisés par les consommations, et les vulnérabilités sous-jacentes, le contexte, lorsqu'on remet effectivement les patients dans des situations qui favorisent les consommations, eh bien, ils sont challengés forcément. Donc évidemment, un simple sevrage ne suffit pas, c'est travailler tous les éléments qui vont favoriser donc le craving et la reprise du contrôle. Et c'est là que toutes les approches psychothérapiques et non pharmacologiques sont essentielles, en repartant de la base, dont les rythmes de vie, dont le sommeil, et puis tout le travail notamment du comportement alimentaire. Et autant vous dire que lorsqu'on a progressivement augmenté le traitement par agonisme opioïdergique, les besoins de consommer, y compris les éléments, ont complètement disparu. Donc vous voyez à quel point, vous voyez, donc c'est bien une vision globale de l'individu qu'il faut avoir. Et après, bien entendu, on a travaillé les psychotraumas, vous voyez, avec les différentes approches de thérapie cognitivo-comportementale, de MDR, et on peut aller beaucoup plus loin. Tout ça au profit, effectivement, du projet de vie et d'une meilleure qualité de vie. In fine, vous voyez que même si vous n'êtes pas psychiatre, même si vous n'êtes pas spécialisé dans l'évaluation du patient, savoir décomposer le fonctionnement de l'individu selon des dimensions et utiliser de manière appropriée le traitement par agoniste opioïdergique, quel qu'il soit, va permettre progressivement de réduire tout ce tableau chaotique et revenir à l'essentiel du fonctionnement du patient et ensuite proposer de manière individuelle, personnalisée, les différentes approches pharmacologiques et non pharmacologiques, tout ça en prenant en compte, bien entendu, les conditions de vie qui permettent, vous voyez, d'avoir une approche de type rétablissement de manière fonctionnelle, intégrative. Et encore une fois, on a l'avantage d'avoir des médicaments extrêmement efficaces, d'où l'importance de savoir les utiliser de manière personnalisée. Je vous remercie pour votre attention. Et je remercie, bien entendu, toute mon équipe qui a largement participé à cette réflexion. Merci Maurice pour cette présentation rondement menée, donc de ce cas complexe que tu as bien découpé. Avant de prendre les questions de la salle, Fadi, est-ce que tu veux faire un commentaire au pied levé ou... Non, mais ce cas complexe nous montre bien entre le sous-dosage des personnes et ne pas rester parfois focalisé sur un produit, parce que souvent ils viennent nous voir soit parce qu'ils consomment de l'héroïne, soit parce qu'ils consomment de la cocaïne, et on se focalise là-dessus et on reste là-dessus et on oublie le reste en fait. Je pense que c'est ça qui est important. Et là, tu as démontré un petit peu ce que sont tous nos patients. En fait, ce cas-là, c'est le cas de tous nos patients. Là, c'est pas... Alors peut-être avec des degrés plus ou moins importants sur des traumatismes à l'enfance ou autres, mais on retrouve, et en effet, toujours l'angoisse qui va être à l'occasion, enfin à la source un peu d'aller à la recherche de ce qui peut les soulager eux-mêmes. Donc si ils n'arrivent pas à s'exprimer, à exprimer leur malaise, c'est eux-mêmes qui vont les chercher et qui vont trouver, malheureusement pas comme il faut, mais qui trouveront de quoi les soulager. C'est ça, oui, on est vraiment dans une approche très fonctionnelle. Et l'objectif, effectivement, c'est d'abord de calmer le jeu, parce qu'il est évident que lorsqu'ils ont des consommations complètement chaotiques, tout ça contribue aux dysrégulations qui ont été évoquées dans les différentes présentations, et ça complexifie encore plus, effectivement, de comprendre leur propre situation. Ça contribue d'ailleurs à l'alexithymie, la difficulté, effectivement, à pouvoir comprendre ces émotions et à pouvoir, effectivement, les décrire. C'est évident que lorsqu'on a fait l'interview, elle était déjà bien stabilisée, la patiente était en capacité, effectivement, de décrire des choses, et on voit à quel point, finalement, on a un autre tableau clinique qui apparaît lorsqu'effectivement on adapte le traitement de manière personnalisée. Mais ce qui veut dire qu'effectivement il faut aller au-delà des représentations, des préjugés et effectivement de découper le patient par produit, mais plutôt découper le patient par dimension, puisqu'il apporte effectivement des éléments de compréhension de son fonctionnement. Et là vous apportez effectivement, vous voyez, c'est donc sans trop centré sur le patient et pas sur le produit, et ça vous donne des éléments donc de stratégie thérapeutique personnalisée
adaptative, évolutive, puisqu'effectivement le patient va progressivement évoluer et donc ça nous apporte des éléments supplémentaires. Et alors ce qui est très intéressant, c'est qu'au tout début, elle n'était pas du tout pour les approches non pharmacologiques et à part les approches donc psychothérapeutiques, elle disait ça la gonflait, hein, pour reprendre son expression. Ce qui a été très intéressant, c'est que lorsqu'elle était finalement plus apaisée, elle n'était plus effectivement des éléments de dysrégulation émotionnelle massif avec impulsivité, elle était capable, elle avait des capacités introspectives qui ont lui permis effectivement de s'engager dans de différents traitements. Et je peux vous dire qu'on a des témoignages où elle décrit toutes les approches dont elle a pu bénéficier et qu'elle s'est emparée pour aujourd'hui. C'est une personne effectivement qui a repris ses études, qui s'est mariée, qui a un enfant. Vous voyez, donc d'une situation chaotique, on peut effectivement amener un patient extrêmement loin, qui a même fini major de sa promotion lorsqu'elle a repris les études. Vous voyez, donc c'est l'intérêt effectivement, c'est qu'il faut aider les patients à se projeter au-delà finalement d'une situation qui peut paraître perdue lorsque effectivement les patients arrivent chez nous. Et le second problème, je pense que c'est les benzodiazépines quand même, qui sont largement et trop prescrits chez ces patients et qui va lisser un petit peu, qui va cacher un petit peu la vraie, le vrai diagnostic psychiatrique ou pas de ces patients en fait. Et puis quand on arrête les benzos, peut-être que c'est plus facile d'aller chercher avec eux les causes, de trouver en quoi, quel est le meilleur traitement, est-ce que c'est un antidépresseur, un antipsychotique à petite dose. Et je pense que le problème de nos patients, ils sont souvent tous sous benzodiazépine et des fortes doses de benzodiazépine. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. Pourquoi? Mais parce que c'est une prescription qui est extrêmement banalisée. Les benzoépines font partie des médicaments extrêmement prescrits. Et lorsque finalement il y a de l'anxiété ou de l'insomnie, de manière très automatique, vous voyez qu'il n'y a pas que nos patients qui fonctionnent de manière automatique sur les médicaments, eh bien les soignants, mais dans la population générale, la France fait partie des plus gros consommateurs de médicaments. Et finalement, de manière très automatique, la benzodiazépine est un médicament qui est facilement prescrit. L'inquiétude aujourd'hui, d'ailleurs, on évoquait la crise des opioïdes, c'est qu'aujourd'hui, les opioïdes qui sont beaucoup plus disponibles en France, eh bien que cet automatisme de la prescription de la benzodiazépine soit transféré sur les opioïdes avec une dangerosité bien plus importante. On rappelle quand même que lorsqu'il y a des décès par intoxication, dans 70 à 80% des cas, ce sont des opioïdes. Donc, il est évident que ce sont des médicaments qui ont une plus grande dangerosité. Or, face à une banalisation, nous avons aujourd'hui des patients qui vont effectivement s'auto-médiquer avec des opioïdes. Elle l'a fait avec le tramadol. Je vous rappelle que vous a montré l'enquête DRAME, mais ça c'est chez les consommateurs de produits licites. Dans l'enquête DTA, décès par toxicantalgique, où là c'est la population générale, la première cause de décès, c'est le tramadol, suivi de la morphine, suivi de la codéine. Et cette patiente, vous voyez qu'elle consommait justement tramadol, codéine. Donc vous voyez que finalement, elle était à haut risque finalement de décéder par overdose. Ok, merci pour ces premiers commentaires. Et maintenant, on va se tourner vers la salle. Je vois déjà des mains qui se lèvent. Donc, levez votre main et des micros vont vous être amenés. Il y a une main en rose. Et puis, il y a une main au milieu en bleu. Milieu 2/3 supérieur. Bonjour, Nathalie Hubert, je suis médecin dictologue en Alsace. Justement, par rapport à la question de la substitution, cette patiente ne prenait que du tramadol. Et, enfin, quand je dis que, par rapport à la famille des opiacés, tramadol, codéine. Et vous sembliez dire dans votre présentation que le TAO avait un impact positif sur la régulation émotionnelle, sur l'anxiolyse, sur la stabilité psychique. Est-ce à dire que par rapport à la complexité, la polyaddiction présentée, polyconduite addictive présentée par cette patiente, on pouvait espérer d'un point de vue neurobiologique que le TAO puisse avoir une action sur l'ensemble de l'évolution de ces conduites et de la gestion de ces conduites. Oui. En fait, une des propriétés thérapeutiques du traitement par agonisme opioïdergique, c'est sa longue durée d'action. Quand on consomme effectivement, comme elle faisait, du tramadol, de la codéine, de la laménine de manière massive, intermittente, sur un mode plutôt binge, là vous faites du yo-yo et ça contribue à entraîner une dysrégulation. Donc un des éléments thérapeutiques déjà, c'est la longue durée d'action, que ce soit buprenorphine, méthadone, c'est l'intérêt, c'est la longue durée d'action. Déjà, vous supprimez les phénomènes de fluctuation qui contribuent aux dérégulations des patients.
Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, on le sait, et c'est pour ça que je vous ai montré la diapositive qui montre les différentes dimensions et les différents récepteurs impliqués. Ce sont de vrais psychotropes, c'est-à-dire que ce sont des médicaments qui ont des vertus sur, au-delà effectivement d'agir uniquement sur le trouble d'usage opiacé, ils vont agir aussi sur les vulnérabilités associées. Et ça, il y a aujourd'hui une littérature qui s'enrichit de plus en plus chez des patients qui n'ont pas de trouble d'usage opiacé, qui ne consomment pas d'opiacés, où on va effectivement utiliser chez des patients qui sont en impasse avec les autres traitements, les agonistes opioïdergiques comme traitement potentiel, donc traitement psychotrope, sur des éléments de dépression résistante, d'anxiété résistante, etc. Donc aujourd'hui, on a des éléments donc, en faveur de ces médicaments sur ces situations cliniques complexes et que potentiellement les opioïdes peuvent représenter une piste thérapeutique. Merci. Ok, donc il y avait au milieu... Bonjour, merci encore pour ce congrès à THS Biarritz qui a commencé sur les chapeaux de roue et ce séminaire en témoigne, c'est vraiment très très intéressant. J'aurais deux toutes petites questions. La première, c'est au vu de tout ce qui a été dit, les différences en termes d'utilisation, notamment selon les comorbidités, entre les agonistes comme la méthadone et les agonistes partiels buprenorphine. Et puis d'autre part, quand on utilise les formes de buprenorphine LP, quand on prescrit de l'analoxone en prophylaxie, savoir pour la forme intranasale et la forme intramusculaire s'il y a des spécificités concernant leur efficacité notamment. Merci bien. S'il y a une différence entre la forme nasale et injectable, c'est bien ça? Oui, il y a deux questions. La première, c'est s'il y a des préconisations concernant les agonistes comme la méthadone par rapport aux agonistes partiels comme la buprenorphine, notamment selon les comorbidités associées psychiatriques, etc. Et puis d'autre part, si pour l'analoxone, concernant les formes intranasales et intramusculaires, savoir si notamment en cas de mise sous buprenorphine à libération prolongée de personnes, s'il y a des études qui montrent en termes d'efficacité qu'il faut plutôt privilégier telle ou telle forme de naloxone. Pour la première question, c'est peut-être toi. Voilà, je répondrai à la première partie, je laisserai Fadi pour la deuxième. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ils ont des profils d'action, d'efficacité un peu différents en termes d'effets thérapeutiques. La méthadone est un peu plus anxiolytique, un peu plus sédative, donc elle peut être aidante chez certains patients qui ont effectivement des niveaux d'anxiété importants. Mais en fait, on peut toujours démarrer par la buprenorphine, c'est ça qui est très intéressant, parce qu'on a des situations cliniques parfois très chaotiques, où on se dit, c'est un patient qui pourrait justifier de la méthadone, entre autres parce qu'il y a aussi les éléments d'encadrement qui contribuent aussi dans le cadre thérapeutique à être efficient, je dirais, dans la prise en charge, mais on s'aperçoit qu'il y a des patients, finalement, où en commençant par la buprenorphine, eh bien, c'est efficace parce qu'on va déjà les aider à réduire les dysrégulations associées aux consommations. Donc, l'avantage, c'est que la buprenorphine, tout le monde peut la prescrire, tout médecin peut la prescrire, donc ça, c'est plutôt pratique, et que si, effectivement, elle n'est pas efficace, y compris à bon dosage, on peut toujours ensuite basculer sur la méthadone. Donc, vous voyez, le fait, effectivement, par étapes, parce qu'en plus, la buprenorphine permet une titration plus rapide que la méthadone. Et lorsqu'on a des consommations importantes, massives, où le patient fait des binges, c'est presque moins dangereux aujourd'hui de commencer quand même avec la buprenorphine qu'avec la méthadone, puisque ça a été montré dans l'étude DRAM. Vous voyez qu'aujourd'hui, malheureusement, la méthadone est un médicament qui est impliqué dans les décès par intoxication, et ça, c'est extrêmement dérangeant. Donc, vous voyez, deux profils thérapeutiques un peu différents, notamment en termes d'apaisement, notamment vis-à-vis de l'anxiété. Il y a des choses qui ont été décrites. ICRO, qui est parmi nous, a bien décrit effectivement donc l'intérêt notamment de la méthadone dans les pathologies psychiatriques. L'intérêt dans la douleur, là pour le coup, effectivement, vous avez un médicament qui est extrêmement efficace, notamment qu'il y a des douleurs neuropathiques ou des douleurs nociplastiques qui sont associées. Là, c'est la méthadone clairement donc, qui est le traitement de choix, qui est extrêmement efficace, mais prescrite de manière fractionnée. Sinon, vous voyez, donc la buprenorphine, clairement, vous pouvez toujours commencer par la buprenorphine. Alors, quand il y a des consommations qui persistent, où il y a des coprescriptions qui nécessitent des associations, c'est sûr que là aussi, effectivement, il faudra choisir entre buprenorphine et méthadone, y compris par rapport aux dangerosités, notamment sur le plan cardiovasculaire, etc., ou compatibilité de médicaments. Voilà, donc c'est là-dessus. Vous voyez, donc finalement, c'est assez simple. Vous pouvez toujours commencer par l'un, puis basculer par l'autre, sauf s'il y a des situations particulières où, effectivement, on va plutôt proposer donc l'autre. Mais voilà.
Voilà, juste pour rebondir là-dessus, ce point est important parce que parfois dans le contexte français, on a l'impression que la méthadone est plus efficace pour des cas plus complexes, mais quand on regarde les données, on ne peut pas différencier sur l'efficacité ces deux médicaments, même si il y a des données qui montrent qu'il y a des répondeurs différentiels. Il y a des gens qui vont répondre mieux à l'un ou à l'autre, mais sans qu'on puisse le savoir à l'avance. Et ne pas oublier les soins associés. Et souvent, quelqu'un qui va démarrer un traitement par méthadone a plus, pas toujours, mais souvent a plus de soins associés, ce qui peut donner l'impression que c'est plus efficace. Et la deuxième question, c'est de savoir si la buprenorphine action prolongée, c'est ça la question? Voilà, modifie donc. Voilà. Chez quelqu'un quelqu'un qui est sous buprenorphine, enfin je parle sous contrôle, chez quelqu'un qui reçoit un traitement buprenorphine d'action prolongée, est-ce qu'on peut gérer le risque d'overdose comme chez quelqu'un oui, qui bien est sûr. en prise orale Je pense que sous forme prolongée, oui, il y a une action très claire sur les overdoses, ça c'est sûr, ça a été prouvé, il y a des études qui ont montré, mais à forte dose, hein, ça veut dire qu'il faut vraiment y aller à des doses assez fortes d'action prolongée. Et là, on a des preuves. En sortant de prison, il y aura cet après-midi, avec Adrien Dunlop qui va présenter, on voit bien les personnes sortant de prison, par exemple, qui avaient reçu ce traitement, il y avait moins d'overdose, voire pas du tout d'overdose à la sortie de prison par rapport à il y a quelques années auparavant. Oui, c'est-à-dire, donc ce que je comprends, c'est que la buprenorphine d'action prolongée, oui. En fait, elle a un effet protecteur sur l'overdose en tant que telle. C'est ça. Voilà. Du coup, elle rend moins cruciale l'association de Tout à fait. naltrexone. Voilà, la buprenorphine a une très forte affinité pour le récepteur mu. Par conséquent, pour que les autres produits puissent être efficaces, il faut mettre une dose conséquente. C'est une question de compétition entre finalement la buprenorphine et les autres produits. Donc la buprenorphine à longue durée d'action va être longtemps fixée sur le récepteur mu et donc du coup protège effectivement des overdoses. Mais vous savez très bien que finalement, même quand vous avez de la buprenorphine et que vous faites une overdose buprenorphine associée à plein d'autres choses, l'analoxone peut être efficace, mais par contre, il va falloir en apporter beaucoup pour contrer la compétition parce qu'il y a cette forte affinité sur le récepteur mu. Voilà, et c'est aussi un argument pour avoir des dosages optimaux. C'est ça. Dans le doute, avoir plutôt un peu plus qu'un Tout à peu fait, moins, oui. parce que ça a un effet, surtout chez quelqu'un qui co-consomme, il ne va pas bien, parce que ça va le protéger de ce risque d'overdose. Voilà, et l'efficacité entre intramusculaire et nasal est assez superposable globalement. D'autres questions? Oui, il y a une main ici, en bas. Voilà. Merci. René Marek, Paris et Saint-Martin dans les Caraïbes. Merci pour cet exposé, merci Maurice, et merci aussi Marc et Fadi. Je reviens sur l'exemple de cette personne de 32 ans et c'est vrai que tu l'as tellement bien expliqué qu'il faut s'adapter à la personne puisque chaque personne a des raisons différentes. Il y a autant de raisons de consommer qu'il y a de consommateurs et justement je précise que l'entretien motivationnel que tu maîtrises totalement Maurice est si important dans notre pratique puisqu'il faut absolument que le patient soit au centre de sa prise en charge et c'est à lui de s'exprimer. Tu l'as bien dit qu'elle avait du mal au début à expliquer pourquoi et comment et effectivement les formations d'entretien motivationnel pour les soignants sont indispensables autant pour aborder le craving que pour bien prendre en charge les patients. Voilà, je voulais rebondir sur ton exemple et c'est ce que j'ai noté au cours des débats précédents. Merci en tout cas. Merci. René. D'autres questions? Pas oublier la première partie présentée par Fadi sur les données épidémiologiques d'utilisation. Moi, j'aurais une question brève. On dit comment, dans le contexte français, on dit parfois, voilà, la dose moyenne de buprenorphine, elle est autour 8, de 8. Voilà, de 8. Donc, il y a 65% des patients sous buprenorphine qui sont entre 8 et 24 mg avec la Suboxone. Il y en a beaucoup plus avec la Suboxone qu'avec... Et pour la méthadone, c'est 50 mg. 50 mg, oui. Voilà. Du coup, comment interpréter ça? Je pense que c'est d'une part peut-être une peur. Enfin, je pense que la peur de... On a eu toujours peur en France, on est resté bloqué sur les 8 mg comme quoi c'était déjà beaucoup. Et en plus, on n'avait pas
d'AMM au-delà de 16 mg. C'est la peur non pas des médecins, des soignants, mais peut-être aussi de nos institutions qui ne voulaient pas qu'on dépasse 16 mg. Alors qu'avec la formule maintenant action prolongée, où on peut le faire soi-même, on peut aller jusqu'à 32 mg. Donc ils acceptent. En fait, il y avait toujours cette peur du mésusage et de la diversion, comme on dit, sur ce médicament-là. Donc c'est pour ça. Et sur la méthadone, c'était parce que aussi on avait toujours peur d'en donner trop et ne pas arriver à l'overdose chez le patient. Voilà. Et donc ça a été une peur et peut-être manque de formation peut-être aussi. Oui, et à cette occasion, de se rappeler que pareil, pour donc la buprenorphine, de façon intrinsèque, elle a ce facteur protecteur du fait de son effet agoniste partiel et sa forte affinité au récepteur. Mais la méthadone, si elle est à dosage suffisant, elle va avoir l'effet protecteur. Par contre, il faut passer ce cap de l'augmentation de dosage de façon progressive pour que la tolérance se développe. Il ne faut surtout pas laisser quelqu'un qui consomme des opiacés ou d'autres substances à des petits dosages de 40 mg en se disant ça sera moins dangereux. Il a plus de risque de s'overdoser que de monter à 80 ou 100 mg, même si co-consomme à côté, on réduit son risque de mortalité. C'est ça. Donc, c'est vraiment... en fait, oui, on voit bien, il y a une peur, en fait, à la fois du patient et du soignant. Puisqu'effectivement, le patient il dit, bon, les hauts dosages, ça veut dire que je suis malade, ça veut dire que je vais avoir le traitement pendant longtemps, ça veut dire que ça va être très compliqué ensuite pour réduire le traitement. Et le patient, finalement, qui est avec vous en consultation, c'est quelques instants, alors qu'il va passer la plupart du temps dehors, où il va entendre plein de gens lui dire, mais qu'est-ce que c'est que ce dosage, c'est pas normal, pourquoi il te propose autant, donc il faut baisser. Et effectivement, il va voir des exemples autour de lui de personnes qui ont des dosages plus bas, mais extrêmement instables. Et nous, on voit arriver effectivement des patients qui, finalement, n'ont jamais pu développer des stratégies de compensation, des stratégies d'adaptation alternatives, parce qu'ils n'ont jamais été correctement dosés. Et effectivement, on a été finalement dans des dosages insuffisants que le patient a compensé par lui-même par des consommations, finalement, faute d'avoir donc le dosage. Et donc, c'est ça qui est important, c'est de faire comprendre aux patients, mais aussi aux collègues, parce qu'évidemment, très souvent, quand après on passe le relais à des médecins, on voit revenir après les patients moins bien parce qu'avec le médecin, ils se sont engagés dans une décroissance progressive de manière, dans le sens non péjoratif, mais aveugle, c'est-à-dire sans évaluation, uniquement pour diminuer, comme on le ferait avec un traitement de la douleur. Or, l'objectif, encore une fois, c'est le projet de vie, la qualité de vie, c'est permettre aux patients de développer des stratégies qui permettent d'éviter, mais s'il ne les a pas développées, il est évident que quand on réduit progressivement le traitement, on va déséquilibrer une situation que le patient avait équilibrée et finalement, donc, les produits vont réapparaître. Donc, vous voyez que c'est assez logique, finalement, mais ça veut dire qu'il y a un vrai travail pédagogique à faire auprès des patients, donc au-delà de l'entretien motivationnel, c'est toute la psychoéducation et l'éducation thérapeutique du patient, mais aussi des soignants, expliquer aux collègues pourquoi et comment effectivement on met en place un traitement, quel dosage on atteint, pourquoi il est important de laisser suffisamment longtemps, aussi longtemps que nécessaire pour permettre aux patients de développer ces stratégies, et ensuite lorsqu'on le réduit, on le dit progressivement en réévaluant. Mais tout ça, effectivement, c'est un vrai accompagnement. Non seulement je peux vous dire que c'est un travail avec le patient, le soignant, mais je peux vous dire que cette patiente qui voyait qu'il y a eu une issue extrêmement heureuse, il y avait énormément de pression de l'entourage qui ne comprenait pas pourquoi effectivement elle avait encore ce traitement et qui, lorsqu'un patient vient vous voir d'ailleurs en vous demandant d'arrêter ce traitement, toujours comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière cette motivation de l'arrêt. Et parfois on s'aperçoit que ce n'est pas une demande du patient lui-même, mais plus de l'environnement et la peur ou la stigmatisation liée au traitement. Car très clairement, même si aujourd'hui les patients ont des bénéfices majeurs avec ces traitements, et c'est là qu'on voit que les nouvelles formes galéniques sont en train de changer les représentations, parce que finalement, avoir ces traitements, que ce soit la buprenorphine en comprimé ou que ce soit effectivement donc la méthadone, sirop ou gélule, il y a une stigmatisation extrêmement importante qui font que les patients ne veulent pas augmenter donc le traitement ou veulent s'en défaire très rapidement. Oui, alors sur la psychoéducation, ce qui est important aussi, c'est que le patient qui va être sous TAO n'aura pas de plaisir. Alors qu'à la base, il cherchait lui-même du plaisir avec les produits ou autre chose, mais là, avec les MSE, il n'aura plus ce plaisir-là. Donc, il a aussi peut-être la possibilité, enfin, il va demander à avoir un dosage moins important pour pouvoir aussi co-consommer à côté. Par exemple, sur la méthadone, si on augmente la méthadone, il peut avoir moins d'envie d'alcool. Et moi, j'ai des patients qui ont baissé leur dosage du méthadone pour pouvoir consommer de l'alcool à côté, par exemple. Voilà. Et puis d'autres, pour la buprenorphine, c'est pareil, en se disant, si j'en prends trop, peut-être que... Donc, il y a aussi cette psychoéducation à avoir, revenir au patient, revenir à ce qu'il a induit, enfin, que tu disais, le why, le pourquoi,
peut-être revenir là, et sur les comorbidités aussi, le plus important, psychiatrique, qui nous permettrait de donner un bon dosage de TAO et peut-être surtout aussi de traiter la cause psychiatrique. Merci. Une dernière, l'heure arrive, la fin commence à nous submerger. On commence à s'inquiéter si ceux qui sont partis en avant ne sont pas en train de tout bouffer avant qu'on arrive. Donc, est-ce que malgré tout, il y a encore des questions? Oui, une question. Oui. Allez-y. OK. Docteur Achobonique, je suis enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire. Et je suis là en tant que communicatrice, pas poster. Dans vos interventions, je vois que l'environnement joue beaucoup. C'est-à-dire l'environnement de l'individu, du patient joue beaucoup. Et généralement, on ne met pas beaucoup l'accent dessus, sur l'environnement. C'est vrai qu'on sensibilise les parents et autres, mais les parents jouent beaucoup parce que les émotions des parents peuvent dépendre sur le patient et également inversement. Donc, je pense qu'on doit beaucoup mettre aussi l'accent sur l'environnement. C'est vrai, on peut sensibiliser les parents, mais voir aussi quelles sont les émotions que l'entourage développe et qui peut influencer l'individu. Ça, c'est la première intervention. La deuxième intervention, c'est que parfois, et généralement, les traitements de substitution deviennent les principales substances d'addiction. Et en Côte d'Ivoire, beaucoup de jeunes s'adonnent à ces traitements-là, à l'usage de ces substances-là, plus généralement la méthadone, qu'ils utilisent à forte dose, à 250 mg, qu'ils utilisent en composition avec d'autres produits, une polyconsommation. Donc j'aimerais savoir, pour un consommateur vraiment qui tend vers l'overdose, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que le spécialiste, le médecin peut faire pour, dans le cas du traitement, et quelles sont les substances qui peuvent l'aider peut-être aussi, et tous les comportements qui peuvent, ou du moins, enfin, toutes les médications qui peuvent l'aider à pouvoir s'en sortir. Merci. Maurice, une réponse ciblée, puisque l'heure... D'accord, tourne. Alors, effectivement, je vais répondre aux deux aspects. Alors, d'abord, un produit n'est finalement, qu'il soit médicamenteux ou qu'il soit illicite, c'est une question d'époque. Je vous rappelle que l'héroïne a été fabriquée comme traitement antalgique pour remplacer la morphine. Donc, eh ben, c'est pareil. À partir du moment où la buprenorphine ou la méthadone n'est pas utilisée de manière appropriée, eh ben, ça peut devenir effectivement donc être utilisé comme une drogue entre guillemets, et ça contribue d'ailleurs à l'image stigmatisante finalement de ces médicaments. D'où l'importance de comprendre pourquoi finalement il y a cette consommation, et c'est une prise en charge addictologique finalement, et après effectivement de proposer le traitement le plus adapté, donc de comprendre effectivement le trouble de l'usage qu'il a là pour le coup primaire sur les traitements de substitution, et effectivement prendre en compte tous les éléments qui vont y contribuer, dont l'environnement. Vous avez tout à fait raison, il est évident que vous pouvez développer la meilleure stratégie thérapeutique, pharmacologique et non pharmacologique. Si le patient vit dans des conditions épouvantables, c'est effectivement, ça sera très compliqué. Et parmi les conditions de vie, l'entourage, bien entendu, qui peut être protecteur, mais extrêmement délétère, ou peut-être délétère tout simplement parce que ne comprend pas effectivement la pathologie. C'est pour ça qu'on a développé un programme d'éducation thérapeutique pour l'entourage. L'important effectivement de les impliquer lorsque le patient est d'accord, pour finalement c'est un travail d'équipe. C'est avec l'entourage qu'on va aussi aider, c'est donc un travail du système, une approche de type systémique, donc on peut tout à fait, dans les approches intégratives fonctionnelles, intégrer effectivement l'entourage et les autres aspects environnementaux en fonction de ce qui est possible avec les patients. Oui, merci pour votre question, parce que c'est vrai que l'Afrique de l'Ouest en général, enfin, pour ce que je connais de l'Afrique de l'Ouest, parce que je travaille pour le Sénégal, mais Côte d'Ivoire, Mali, Sénégal et autres pays de l'Afrique de l'Ouest, qui étaient épargnés par l'héroïne, qui étaient épargnés par les opiacés jusqu'à maintenant, ces dernières années, ils sont inondés, on va dire, de tramadol, de médicaments, et on commence à avoir maintenant des vraies catastrophes dans ces pays, parce qu'on a des morts et on a beaucoup Juste finir avec un point. On a des patients qui vont mésuser leur traitement parce qu'ils sont sous-dosés. Une façon de compenser le sous-dosage, c'est le mésusage. La buprenorphine sublinguale, c'est 30% de biodisponibilité. Par voie nasale, c'est 60%. Par voie intraveineuse, c'est 100%. Donc, vous voyez, finalement, quand vous êtes sous-dosé, une façon de compenser un sous-dosage, c'est de mésuser le médicament. Là aussi, il suffit de poser des questions au patient, de le comprendre, et on peut, vous voyez, donc adapter la prise en charge en fonction de chaque patient. Voilà, oui, ce point est très important. C'est-à-dire quand il y a un mésusage de méthadone ou de buprenorphine, comme le démontre bien le cas
présenté par Maurice de Mattéis. Il ne faut pas s'arrêter à l'aspect superficiel d'une mauvaise utilisation pour des mauvaises raisons, mais rechercher dans la psychopathologie sous-jacente c'est probablement un usage autothérapeutique et quelles sont les pathologies associées que la personne est en train d'essayer de gérer. Mais l'heure tourne, donc même ceux qui n'ont pas faim, il faut quand même s'arrêter pour libérer ceux qui ont faim et qui n'osent pas se lever. Merci beaucoup pour votre participation. N'oubliez pas qu'on reprend à 14h30.